Donc je me présente, je suis Monsieur Lévesque Éric, je suis cadre manipulateur à la clinique du sport. Et donc je vous propose à travers cette communication de faire un tour d'horizon des différentes possibilités qu'offre cette nouvelle séquence ZTE pour zéro temps d'écho. Et vous allez voir que ça donne à l'IRM un aspect scanographique tout à fait intéressant. Alors on sait depuis longtemps que l'IRM répond à de nombreuses questions posées en imagerie musculo-squelettique, comme vous pouvez le voir donc sur cette diapositive. Restent deux structures un peu compliquées à analyser, à savoir la corticale osseuse et les calcifications. Alors en effet, on sait que l'os cortical ainsi que les dépôts calciques donc, présentent un temps de relaxation T2 extrêmement court qui rend donc leur étude difficile par l'IRM conventionnel. Sur les séquences, on va les trouver en hyposignal et ce, quelle que soit la pondération utilisée. Alors ce ne sont pas les seules structures qui présentent donc un hyposignal, il y a aussi les tendons, les ligaments, les ménisques, mais ceux-ci peuvent être soumis à l'angle magique et donc le signal peut un peu varier selon les séquences. Alors vous comprendrez que si, par exemple, si on choisit la calcification, si on doit étudier une calcification donc en hyposignal dans un tendon en hyposignal, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, on fait appel soit à la radio standard, soit au scanner. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution que les rayons X pour cela? Eh bien, je dirais oui, avec la séquence ZTE, qui, vous allez voir, répond en grande partie aux questions qu'on peut se poser sur le tissu osseux et sur les zones calcifiées. Alors, ZTE, c'est quoi? Donc, c'est une séquence 3D en écho de gradient avec un remplissage de l'espace de Fourier en radial, en mode radial. Comment elle fonctionne? On va d'abord appliquer un gradient de projection qui, après sa montée initiale, va rester stable pendant l'ensemble de la séquence. Vient la radiofréquence. Alors, celle-ci a deux particularités. D'abord, elle doit être très courte et avoir aussi une angulation très courte. On va ensuite écouter le signal, celui-ci se fait tout de suite après la radiofréquence, ce qui explique le 0 TE, même si le TE n'est pas vraiment à 0, mais il est de l'ordre de 8 microsecondes. Vient ensuite un temps mort. Ce temps mort permet de passer du mode émetteur au mode récepteur de votre antenne. Et pendant ce laps de temps, comme vous le voyez sur l'image de droite, il n'y aura pas de données acquises au centre de l'espace K. Ça sera compensé en fait par un algorithme de reconstruction par algèbre linéaire qui va remplir donc cet espace. Vient le temps d'acquisition proprement dit, les données seront acquises pendant tout le temps d'encodage et viendra ensuite un temps d'ajustement du gradient pour préparer la prochaine projection. Ce qui est intéressant dans le ZTE, c'est que c'est une séquence qui est très peu sensible au courant de Foucault, donc il y aura peu de dégradation du profil des gradients de champ magnétique. Et également, on voit bien que le gradient, il faut appliquer, donc effectivement il est stable, mais il n'est pas désactivé, il est juste rehaussé à chaque nouvelle projection. C'est intéressant parce que c'est ce qui va rendre silencieuse cette séquence. Alors voici les différents paramètres pour le ZTE. Donc on a dit que c'était une séquence isotropique, elle est millimétrique, voire souvent inframillimétrique, et vous le verrez. Son TR est variable. Sa matrice, aujourd'hui, elle est bloquée au maximum 320 carrés. Les Spock par segment, on va en parler sur la prochaine diapositive. La bande passante, elle est variable aussi. Il est préférable, puisqu'on fait plutôt de l'étude osseuse, de monter sur des bandes passantes élevées. Mais ça dépend à la fois de votre machine, 5 ou 3 Tesla, et aussi sur la capacité de vos antennes à avoir un bon rapport signal sur bruit. Le nombre d'excitations, variable également. Il faut juste savoir que plus on va monter le nombre d'excitations, plus on va diminuer ce qu'on appelle les artefacts de streaking, qui sont des artefacts de durcissement liés au mode radial et qu'on retrouve surtout dans le plan sagittal et coronal à ses extrémités sous forme de halos verticaux. Alors bien sûr, ce nombre d'excitations, on va l'adapter pour que le temps d'acquisition soit raisonnable et puisse être implanté dans un protocole. Donc de 2 minutes 30 à 3 minutes 30, 4 minutes en vraiment le maximum. L'angle de retournement, donc on va le voir aussi après, on l'utilise plus volontiers soit à 1, soit à 2, et sur la 1.5 Tesla, c'est plutôt à 2. Ensuite, le résultat obtenu, eh bien, on va le visualiser en mode inversé pour avoir donc cette image de scanner que l'on souhaite. Donc voilà donc un schéma de l'espace radial, de l'espace K en
en mode 3D radial. La flèche avec le 1 vous montre ce qu'on appelle un SPOC. Donc ça, c'est le SPOC dans le mode radial de l'espace de Fourier correspond à une ligne de l'espace K dans le mode linéaire. Le paramètre que vous avez dans votre séquence, qui est donc SPOC par segment, correspond en fait à la vitesse d'encodage de votre séquence. Et vous voyez, lorsqu'on augmente donc ces SPOC par segment, on va diminuer le temps de séquence, mais on va diminuer également le rapport signal sur bruit. Alors ça reste relativement à la marge, ça n'a pas la même résonance que par exemple lorsqu'on rajoute une excitation, on voit tout de suite le temps augmenter et on voit sur les images que le rapport signal sur bruit est nettement meilleur. Donc là, c'est moins marqué. L'angle de retournement, donc on a vu qu'il devait être très petit, en fait il est possible de faire un angle de 1 à 5. Vous voyez tout de suite sur ces trois images où on veut en venir, c'est-à-dire qu'avec une angulation à 1, eh bien, on obtient cette image pseudo-scanner, qui ressemble fortement à ce qu'on souhaite obtenir en os. Par contre, vous voyez qu'il y a un bruit de fond. Lorsqu'on va augmenter cette angulation, on va tout de suite récupérer beaucoup de rapports signal à bruit. Par contre, vous voyez qu'on perd un petit peu l'effet purement osseux qu'on souhaitait, puisqu'on retrouve de l'image standard, comme par exemple les liquides synotiques. Et puis lorsqu'on augmente à 5, là on n'a plus du tout de bruit, mais vous voyez qu'on est très loin de ce qu'on veut obtenir de l'image pseudo-scanner. Alors nous aujourd'hui sur la 1.5, on travaille plutôt à 2, ça nous donne à la fois un résultat pseudo-CT qui est très intéressant, avec un rapport signal sur bruit nécessaire et suffisant. Alors on va voir l'intérêt de la séquence ZTE, à la fois dans les pathologies traumatiques et microtraumatiques, à la fois dans l'étude dégénérative, l'étude des tendons et aussi dans les pathologies tumorales. Alors, comme disait Napoléon, un schéma vaut mieux que tous les discours, donc on va voir surtout des images. On va commencer donc par les pathologies traumatiques. Alors avec ici un patient donc après chute sur le genou qui présente une fracture de la rotule. Bien sûr, sur les séquences d'art, là, en formage MPR de la séquence cube, on voyait déjà qu'il y avait une fracture de la rotule. On n'avait pas de doute. Par contre, ce qui est très intéressant avec la ZTE, c'est qu'on voit qu'il y a une solution de continuité des corticales, que ce soit dans le plan coronal, sagittal ou axial, et donc on définit bien que le séquestre osseux est libre du reste de la rotule. Autre cas donc d'un patient avec une luxation importante de l'épaule qui présente une fracture de Bankart. Et ce qui est intéressant chez ce patient, c'est voir la corrélation entre les images que l'on a obtenues en ZTE à la suite du protocole standard et le scanner, et vous voyez qu'on obtient vraiment les mêmes images. Alors bien sûr, la qualité de l'image est moindre, hein, heureusement, sinon ce serait un scanner, mais vous voyez qu'on avait déjà répondu à la question avant d'envoyer le patient donc au scanner, et notez aussi cette petite calcification que l'on retrouve aussi sur la séquence ZTE. Autre cas, là cette fois-ci d'une fracture du scaphoïde. Bien sûr, là aussi, on n'avait pas besoin forcément du ZTE pour dire qu'il y a une fracture du scaphoïde, c'est une évidence. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les différents plans en ZTE, on voit bien là aussi qu'il y a une solution de continuité continue et que donc le fragment osseux est bien libre du reste du scaphoïde. Alors vous noterez que, vous voyez, les ligaments, les tendons, on les voit aussi en blanc, donc il faut bien faire attention lorsqu'on analyse les images, hein, ça ce ne sont pas des calcifications. Hein. Patient qui a eu un accident de la voie publique, donc on le savait lorsqu'il est venu passer son examen, il venait pour une étude médulaire. Donc on a retrouvé ici sur les séquences T2 et FATSAT et T1 donc une éventuelle fracture de l'épineuse de C7, enfin pas une éventuelle puisqu'elle était décrite. On a fait le ZTE, on a bien mis en évidence cette fracture bien prononcée. On a vu ensuite le scanner que le patient nous a fourni a posteriori et qui montrait effectivement bien cette fracture, mais notez que sans le scanner, on peut faire ce diagnostic relativement aisément avec le ZTE. On passe sur la pathologie microtraumatique. Alors, je dirais que si le ZTE a un avantage, mais essentiel en IRM, c'est bien pour les lits sismiques. On sait que la lits sismique en IRM, elle est toujours difficile. On a des facteurs favorisants, des personnes jeunes présentant un antélisthésiste. Bon,
ça, ce sont les facteurs favorisants. Mais notez que sur les images, que ce soit T1 ou T2, il n'est pas très aisé d'affirmer qu'il y a une lyse sismique. Par contre, lorsque vous faites le ZTE, eh bien, vous voyez que ce soit du côté gauche ou du côté droit, eh bien, on a vraiment une double lyse sismique de L4 ici, qui est confirmée par le scanner fait a posteriori. Donc vraiment, pour la lyse sismique, c'est vraiment très performant. Voici un autre cas. Vous voyez qu'également, côté gauche, côté droit, c'est pas si évident de dire ici il y a une lyse sismique, ici il y a une lyse sismique. Par contre, en ZTE, c'est flagrant. On voit bien la micro-fracture ici et ici, qu'on retrouve donc bilatérale sur le plan axial, beaucoup plus facile à lire que sur les axiales T2. Donc là, on est sur un patient avec des douleurs à l'avant-pied, à la marche, donc après une longue course. Donc on fait une étude des sésamoïdes et vous voyez que les sésamoïdes sont bien inflammatoires sur les séquences T2 FATSAT, noir en T1, et malgré la résolution d'image, il est difficile s'il y a vraiment une fracture visible. Il n'y a plus aucun doute lorsqu'on fait le ZTE, on voit bien les deux fragments osseux séparés, donc il y a bien une fracture du sésamoïde. Alors dans ce cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir qu'on peut superposer la séquence ZTE avec les séquences classiques et donc basculer du mode d'imagerie standard vers le mode osseux. Donc on va regarder ça, on va en fait lisser par le pourcentage que vous voyez à ce niveau-là. On va quitter progressivement la séquence standard pour venir vers le ZTE qui va nous faire apparaître une solution de continuité, une double solution de continuité là en axial qui est très bien marquée et on voit très bien les fractures donc en ZTE comme vous le voyez ici. Donc ça c'est intéressant. Pour ça il faut toujours acquérir en fait vos séquences ZTE dans un plan strict. C'est plus facile si vous souhaitez faire une superposition des séquences standards et de la séquence ZTE. Alors voyons maintenant les pathologies dégénératives. Donc on va commencer là par une lésion sous-chondrale chez ce patient. Donc on voit très bien que la lésion existe sur les séquences standards et le MPR de la séquence cube. Par contre, il est difficile de savoir si le fragment est encore ostéo-intégré ou pas. Et lorsqu'on fait le ZTE, eh bien on voit bien que celui-ci est fortement délimité et que donc ce séquestre n'est pas du tout ostéo-intégré. Donc il faudra encore un petit peu attendre pour ce patient. Le patient suivant, c'est la même pathologie, mais cette fois-ci sur la cheville. Et vous voyez qu'on a la certitude que le fragment, que le séquestre osseux n'est pas ostéo-intégré, puisqu'on voit bien le liseré autour, aussi bien dans le plan coronal, dans le plan axial, que dans le plan sagittal. Là, il s'agit d'un patient qui présente une chondrocalcinose. Ce qui est intéressant dans cette pathologie, c'est que là, on voit très bien donc les calcifications postérieures qu'on retrouve facilement sur les différents plans. Par contre, celle qui est derrière le ligament croisé antérieur est un peu plus difficile d'analyse. Et vous voyez qu'en ZTE, on la retrouve très bien et on retrouve les différents fragments que l'on voit sur les séquences standards. Alors notez que ça c'était un ZTE fait tout au début, on était encore avec une angulation à 1 et vous voyez qu'on est un peu bruité sur un 1,5 Tesla. Là, il s'agit d'une ostéopétrose, donc une hyperdensité de l'os du patient. On le voit très bien sur le T2 FATSAT et sur le T1, donc cette hypercondensation des vertèbres. Lorsqu'on fait le ZTE, eh bien évidemment, c'est hyper dense, on le voit très bien. Mais ce qui est intéressant chez ce patient, c'est que si on n'avait pas fait le ZTE, eh bien, on n'aurait pas pu mettre en évidence donc deux lyses sismiques en L4 et en L5 que vous voyez ici, qui même rétrospectivement est très difficile d'analyse sur les séquences standards. Et donc ce patient présentait des lombalgies, donc ça peut expliquer. Et vous voyez qu'en axial, on les voit très très bien. Alors sur les pathologies tendineuses, là c'est surtout quand on recherche des calcifications. Donc chez ce patient, ce qui est intéressant, vous voyez que donc là on a un doute sur une calcification, mais c'est du T2 FATSAT, donc le tendon est bien noir.
Le doute est un peu plus levé puisque sur le T1 on a de l'angle magique, le tendon s'efface et donc on retrouve un point noir, on a des doutes sur la calcification. L'avantage du ZTE en plus sur l'épaule, il dure 2 minutes 30, c'est qu'on a pu lever complètement nos doutes et on a une vraie calcification de l'insertion du supraépineux qui a été confortée par la radio standard. Chez cet autre patient qui avait, une tendinopathie calcifiante, donc là encore, les doutes qu'on peut avoir sur cette séquence T1 et sur cet axial T2 FATSAT, eh bien, sont levés avec ici donc la calcification dans le plan axial, dans le plan sagittal. Mais notez que ce qui est intéressant, c'est qu'il avait en plus une microcalcification à l'insertion du supraépineux qu'il était impossible de voir dans les séquences standards. Là, il s'agit donc d'une calcification du ligament collatéral médial, ce qu'on appelle le Pellegrini Stieda, qui a été bien mis en évidence ici. Vous voyez cette calcification. Alors, on la voyait sur le T2, mais c'est pas ce qu'on recherchait, donc on aurait pu passer à côté. Par contre, sur le ZTE, ça nous saute aux yeux. On voit vraiment la calcification bien dessinée dans les 3 plans de l'espace. Autre cas intéressant, traumatisme de la hanche. Et donc la patiente vient pour cet examen de hanche, on l'a fait en unilatéral. On trouve que cette zone-là semble un petit peu suspecte. On décide de faire également un ZTE et là on tombe sur une magnifique calcification en forme de stalagmite. Donc c'est ce qu'on a expliqué à la patiente qui nous a dit qu'elle était au courant, mais elle ne nous avait pas amené de radio. Donc elle nous a envoyé la radio après, par smartphone, et vous voyez qu'on retrouve exactement la même image entre le ZTE et la radio standard. Alors, dans les pathologies tumorales, là aussi c'est intéressant. Là, dans le cas d'une dysplasie fibreuse, on retrouve l'hypersignal T2, l'isosignal T1 avec le liseré périphérique noir, donc hyper dense, ce qui est confirmé par le ZTE, puisqu'on voit bien comme le liseré autour hyper dense, donc en ZTE, et on a aussi cet aspect de verre dépoli à l'intérieur qui note bien qu'éventuellement il s'agit d'une dysplasie fibreuse. Donc là, on est dans le cas d'un îlot condensant. Donc sur les séquences standards, on voit ces typosignal très prononcés à la fois dans le DP, le T2 FATSAT, à la fois dans le T1. On fait donc le ZTE, on l'a retrouvé. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la concordance parfaite entre le ZTE et le scanner. Vous voyez qu'on a exactement la même réponse en dehors de la résolution spatiale et de la finesse d'image. Patient qui présente un enchondrome avec donc l'aspect connu de poivre et sel avec une matrice à la fois calcique et donc cartilagineuse. Et on voit très très bien sur le ZTE les différentes loges calciques au sein de cet enchondrome. Vous voyez que c'est bien dessiné. Un autre chondrome, là c'est intéressant surtout pour expliquer qu'on peut quand même jouer avec l'angulation parce que ça peut nous apporter un autre renseignement. Donc on a bien l'aspect un peu poivre et sel avec peut-être des petites calcifications ici. Et lorsqu'on fait le ZTE, on retrouve, vous voyez, ce point de calcification ici, les micro-points de calcification à l'intérieur aussi de l'enchondrome. Par contre, sur l'angulation standard, avec un angle A2, vous voyez qu'on a du mal à bien analyser, en fait, la corticale osseuse, savoir si celle-ci est rompue. On voit qu'elle est soufflée, mais est-ce qu'elle est rompue? Si vous passez à une angulation à 1, on ne récupère plus, en fait, de densité comment dire, anatomique. Par contre, on est uniquement en os et on voit très bien la corticale. On peut l'analyser sur sa continuité comme ça et on voit bien que celle-ci est respectée. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi jouer avec l'angulation dans certains cas. Enfin, là c'est un patient donc avec un néo. On recherche des lésions secondaires, on tombe sur une lésion secondaire, donc une métastase de C1. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le ZTE, ça nous a permis déjà de dire qu'il s'agissait d'une métastase condensante et non pas lithique. Et vous voyez qu'ici, c'est très condensé par rapport au côté opposé. On retrouve ici. Et ça a été confirmé par le scanner avec un aspect très dense à droite que vous voyez ici.
Alors, est-ce qu'il y a des limites aux ZTE? Ben, je dirais oui. Euh, Plusieurs. Donc, la première, c'est quand vous avez des calcifications de type C, donc en voie de régression, qui sont hétérogènes, donc et mal contourées, eh bien c'est difficile. Vous voyez ici, on se doute qu'il y a des calcifications. On fait le ZTE, il faut forcer ses yeux pour voir qu'ici, éventuellement, ce sont des calcifications, alors que sur la radio, on les voyait. Autre contrainte, lorsqu'on est confronté à soit de la calcification, soit de l'air, en standard, la calcification en IRM va être noire, quelles que soient les pondérations, et sera blanc en ZTE, mais blanc en scanner, alors que l'air en ZTE va être blanc et que l'air en scanner sera noir. Donc, si on se base que sur cette séquence-là, c'est-à-dire noir, noir, ça peut être soit une calcification, soit de l'air. Si on fait le ZTE, c'est blanc, est-ce que c'est une calcification? Peut-être. Ça peut être aussi de l'air. Par contre, quand on passe au scanner, si c'est blanc, c'est bien une calcification. Si c'est noir, c'est de l'air. Donc attention, là aussi, ça peut être un point de souci du ZTE. Et mais aussi dans les méniscocalcinoses, par exemple, vous voyez, on recherche des microcalcifications blanches dans des ménisques blancs ZTE, ça va être compliqué. En standard, des calcifications noires dans du ménisque noir, c'est compliqué aussi. Donc là, on sera mis en défaut. Donc voilà, en conclusion, eh bien, le ZTE, faut bien l'admettre, c'est une vraie aide au diagnostic. Son utilisation va éviter souvent d'utiliser d'autres examens donc avec des rayons X. Vu le temps de séquence, ça peut s'implémenter très facilement dans un protocole. On a vu que ça présentait quelques limites et on a